Bonjour à tous. Avant de commencer cette séance, que vous avez déjà commencé de votre côté, si vous vous êtes bien prêté à l'exercice que je vais vous proposer, je veux vous féliciter tous parce que ce que vous faites en ce moment, ce que l'on fait, et je m'inclus, est admirable. Nous parvenons, malgré tout, malgré des circonstances très particulières, très étranges et quand même assez angoissantes, à maintenir ce lien entre nous, à faire nos cours, à avancer, à progresser. Et je n'ai pas effectivement d'autres termes que le fait que je trouve ça admirable. Sur ce, on attaque notre séance, toujours consacrée au mariage de Figaro, l'objet d'étude de la Comédie du Valais, et on va voir comment on passe du texte à la scène. Nous avons étudié précédemment l'exposition du mariage de Figaro et je vous ai proposé de regarder 3 extraits théâtraux, 3 extraits de mise en scène de cette même exposition. Alors le théâtre a ceci de particulier qu'il est, dit-on, à la fois fait pour être lu et pour être vu. C'est donc un texte qui va porter en lui-même les germes de sa représentation. L'écriture est pensée pour cette représentation et elle est pensée dans le même temps pour la lecture. La question qui va se poser, c'est quelle est la liberté du metteur en scène face à ce texte. En particulier quand on s'attaque à une œuvre comme Le mariage de Figaro, qui est connue, archi connue, que les spectateurs attendent donc, que peut en faire un metteur en scène. Vous avez vu 3 extraits, et dans les 3 extraits, il y avait un respect à la lettre du texte. Et pourtant, ce n'étaient pas les mêmes mises en scène. Je commence par celle de Jacques Renner. Donc, je vous fais quelques remarques pour chaque mise en scène. Alors, dans cette mise en scène de Jacques Renner, tout d'abord, ce que je remarque, c'est que la scène est extrêmement épurée et il y a une intention réaliste dans les décors. Non seulement ceci respecte la didascalie initiale, mais on peut imaginer, en tout cas pour un œil non spécialiste comme le mien, que les vêtements, que les objets mis en scène sont ou pourraient être des objets du XVIIIe. On remarque aussi les costumes qui sont blancs. Donc le blanc, c'est évidemment la symbole de la pureté, de la virginité. Donc on peut se demander si cette mise en scène, elle ne met pas en valeur l'objet du conflit, c'est-à-dire la virginité l'hymen de Suzanne. On a peut-être, au-delà de l'intention réaliste, peut-être quand même une intention un peu symbolique dans cette mise en scène. La troisième chose que je vous invite à remarquer, c'est une mise en scène qui va mettre l'accent sur le corps de Suzanne. Vous remarquez que sa robe est extrêmement saillante et que son décolleté en particulier est très mise en valeur. C'est une mise en scène qui va également mettre en valeur l'aspect politique ou social de l'œuvre, parce que il ne vous a pas échappé que le comédien qui joue Figaro a une gouaille très particulière, très populaire. Et cette gouaille un peu populaire, c'est évidemment pas un défaut ou un hasard ou une surprise pour le metteur en scène, mais bien plutôt, on peut l'imaginer, une intention. Figaro, c'est un homme du peuple et il parle comme un homme du peuple. Vous avez remarqué aussi peut-être que nous avions une mise en scène qui met en valeur la grivoiserie de la pièce. Donc, la capture d'écran que je mets en bas à droite le dit bien. Les acteurs sont très proches physiquement l'un de l'autre. Figaro est très tactile dans sa relation à Suzanne. On peut même imaginer, parce que tout est possible quand on est dans l'analyse, on peut même imaginer que la toise qu'il tient et dont il menace puis entoure ou enserre Suzanne est une mise en scène symbolique d'un autre objet relevant du corps masculin et qui soulignerait là aussi la grivoiserie de la pièce. Et
enfin, dernière remarque, c'est qu'on est dans un univers léger. Ici, on est dans une mise en scène où l'angoisse ne prend pas le dessus. Ce qui menace Suzanne est grave, mais tout est joué avec beaucoup de légèreté. C'est donc la comédie qui est mise en valeur. On s'intéresse maintenant à la mise en scène de Colette Roumanoff. Donc ici, le décor, pour commencer. Alors, on n'a pas du tout une volonté de réalisme ici, hein. On est dans un décor qui est respectueux de la didascalie initiale, mais pour autant, le rideau noir derrière, ce n'est pas du tout la volonté de faire vrai. Il s'agit davantage de faire symbolique. Je vous ai fait la remarque de l'anachronisme du fauteuil. Alors, je ne suis pas spécialiste là encore, mais la forme du fauteuil me semble pas relever de la forme des meubles du XVIIIe. Je suis vraiment pas spécialiste, donc ma remarque est à prendre avec des pincettes, mais je crois qu'on pourrait quand même se poser la question. Vous avez en particulier dans ce décor une chose qui attire l'œil, c'est ce paravent à l'arrière. Et ce paravent, on va pouvoir en dire évidemment que sa couleur évoque la passion, évoque le désir, évoque peut-être même le sang de l'hymen, hein, le sang de la première nuit de la jeune femme, c'est-à-dire l'enjeu du conflit. Et puis, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour l'avoir vu, la forme même de ce paravent évoque évidemment les grivoiseries de la pièce. Les costumes, alors on a des costumes complètement anachroniques ici, qui rappellent l'Espagne. Mais une Espagne, pas du tout une Espagne du XVIIIe, une Espagne plus moderne. Mais en tout cas, ce que cela nous dit, c'est que la mise en scène de Roumanoff passe complètement sous silence l'ancrage temporel de la pièce. Et donc, ce faisant, elle souligne la temporalité de la pièce, le fait que celle-ci est toujours d'actualité, ou qu'en tout cas, elle met en scène des thèmes qui sont toujours d'actualité. Donc évidemment que le droit de cuissage n'est plus tout à fait d'actualité, par contre l'abus tyrannique de celui qui a le pouvoir l'est encore. Et enfin, dernière remarque ici, on a un jeu tout à fait virevoltant, en particulier de l'actrice, de la comédienne. Et si Figaro manifeste quelque inquiétude, elle est vite chassée par Suzanne, qui joue. Suzanne n'a pas l'air inquiète de ce qui se trame. Et l'absence d'inquiétude du personnage, évidemment, amène le spectateur à ne pas être inquiet lui non plus. Donc ici aussi, c'est la comédie qui est mise en valeur. Enfin, la mise en scène de Christophe Roque. Donc ici, vous avez des décors qui sont particulièrement modernes dans la mesure où ils relèvent de l'art abstrait. On n'est pas du tout dans un respect de la didascalie initiale. Donc, cette mise en scène souligne elle aussi, donc Christophe Roque souligne lui aussi, la temporalité de la pièce. On a des costumes très modernes, la robe rouge de Suzanne. Alors le rouge, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le désir, voire le sang de la nuit de noces. Mais on a aussi parallèlement, avec cette robe rouge, une jeune femme, une jeune comédienne qui joue le rôle de façon extrêmement juvénile. Elle a un jeu qui peut s'apparenter à un jeu d'enfant. Et cette mise en scène, ce choix de jeu d'acteur, on peut imaginer qu'il s'agit d'un contraste entre la robe rouge et ce caractère enfantin. Ce contraste va mettre en valeur l'incongruité, la violence des intentions du conte à l'égard de la jeune femme, en rajoutant finalement un élément que Beaumarchais n'a pas stipulé, c'est-à-dire le fait que la jeune femme est presque une enfant et que donc les intentions du conte n'en sont que plus tyranniques. Autre chose que l'on retient, c'est évidemment ce qui n'a pas manqué de vous surprendre, la présence de Figaro dans la salle au début de la scène. Au théâtre, il y a une convention. On parle d'un quatrième mur. La convention, c'est que il y a 3 murs derrière et sur les côtés des comédiens et un quatrième mur invisible entre la scène et la salle. Ce qui fait qu'au théâtre, sauf cas très particuliers, notamment le théâtre pour enfants, les acteurs ne s'adressent pas au public et le public ne s'adresse pas aux comédiens, pardon. On ne répond pas à un comédien qui demanderait où est-elle, personne dans la salle ne s'exclame, elle est derrière toi, retourne-toi. Évidemment que non. Parce que tout le monde connaît
comprend ou sent finalement cette convention. Alors, la rupture du quatrième mur, c'est quelque chose qui existe avant Christophe Roque, évidemment, notamment dans le fait que parfois les comédiens font des apartés. Donc le personnage s'adresse au public, on est dans une petite fissure du quatrième mur. Beaumarchais, on le verra peut-être plus tard ensemble, rompt le quatrième mur, lui aussi, ne serait-ce que lorsque dans la pièce, il introduit des éléments biographiques. Alors dans l'exposition, on a dit par exemple qu'il y avait sans doute une référence à sa sœur, aux démarches qu'il avait menées pour défendre sa sœur perdue, abandonnée par un jeune homme qui lui avait promis le mariage. Quand il fait ça, c'est comme s'il s'adressait à ses personnages, à son public, pardon, par-dessus l'épaule de ses personnages. On n'est pas loin de la rupture du quatrième mur. Mais là, le metteur en scène fait un choix assez drastique en mettant le comédien dans la salle au début de la pièce. Donc, il souligne le caractère révolutionnaire de la pièce. Quand je dis révolutionnaire, évidemment, je parle de la révolution théâtrale ici. C'est avant tout, ici, le caractère novateur au niveau théâtral de Beaumarchais qui est souligné. Et puis, il ne vous a pas échappé que le décor s'ouvrait sur une arrière-scène durant ce court extrait. Et dans cette arrière-scène, sur cette arrière-scène, se trouvent tous les personnages. Donc, il s'agit d'abord d'une pratique qui ne relève pas tellement du théâtre. On est plutôt proche ici de l'écriture cinématographique qui va faire des montages alternés entre deux lieux différents. Ici, Christophe Roque emprunte à cette écriture cinématographique pour exhiber le caractère artificiel de l'exposition. Une exposition au théâtre, c'est quoi? C'est un artifice de présentation des faits par lequel un dramaturge va en très peu de temps donner un nombre d'informations incalculables. Et ici, le fait de finalement faire apparaître tous les personnages les uns après les autres, c'est presque une exhibition de ce caractère artificiel. On retient de cette séance très courte que le théâtre, il impose un cadre, le texte théâtral, j'entends, impose un cadre dont s'empare le metteur en scène et qui va décider de mettre l'accent sur tel ou tel aspect de la pièce en modifiant au besoin certains éléments de celle-ci. Mais vous voyez finalement dans les 3 extraits que vous avez eus sous les yeux que les modifications sont minimes, puisque le seul qui modifie quelque chose, c'est Christophe Roque, et qu'est-ce qu'il modifie? C'est le décor. Je vous laisse maintenant, la vidéo n'aura duré en tout et pour tout que 13 minutes, vous n'aurez passé qu'une vingtaine de minutes avec moi ce matin, ça me paraît suffisant pour aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé cette semaine, vous avez travaillé sans doute plus que vous n'auriez travaillé avec moi en classe. Donc maintenant, le week-end débute, vous savez qu'on fait bien, parce que oui, vous faites très bien, et oui, je fais très bien également. Alors, on sait qu'on peut fonctionner ensemble, on sait que nous n'avons donc pas à nous en faire, ni vous, ni moi, donc il n'y a pas de raison pour que vous travailliez pendant ce télé-enseignement, ce qu'on appelle cette continuité pédagogique, plus que ce que vous n'auriez travaillé en classe. Donc, il n'y a pas de raison d'angoisser, le week-end débute, il s'annonce fort beau, vous en profitez et on se retrouve évidemment lundi 9 h devant le blog.